Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les combats s'intensifient en Libye. Un journaliste américain a été tué à Misrata. 3 autres sont blessés. La journée a également été marquée par l'annonce de Londres, Paris et Rome d'envoyer des officiers de liaison sur le terrain pour appuyer les rebelles. Une initiative approuvée ce soir par les États-Unis, mais pas question d'envoyer des troupes au sol pour combattre. Nous ferons le point sur la situation en Libye, mais aussi en Syrie, où de nouvelles manifestations secouent le pouvoir en place avec notre invité, l'historien Charles Saint-Pro. Elle était silencieuse depuis 3 mois et observer une diète médiatique. Ségolène Royal, à la peine dans les sondages, revient sur le devant de la scène. Elle parlera ce soir de fiscalité lors d'un débat avec l'économiste Thomas Piketty. Nos caméras l'ont suivi à la Bellevilloise. Reportage à suivre de Bérengère Dinglas. Il est aussi sur le terrain, hier dans les Ardennes avec les ouvriers, demain au Havre sur les chantiers maritimes. Le président Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements pour parler emploi, salaire et tenter de reprendre la main sur le terrain social. Mais ressusciter le président du pouvoir d'achat n'est pas chose facile. À 1 an de l'élection présidentielle, quel bilan peut-on faire de ces actions? Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Des conseillers militaires sur le terrain en Libye pour aider les rebelles à combattre les forces pro-Kadhafi. C'est ce qu'a promis la France au président du Conseil national de transition libyen, reçu aujourd'hui à l'Élysée. Mais Paris, Rome et Londres excluent toujours l'envoi de troupes au sol. Les détails avec Aurélien Romano et Fabrice Cunet. Les honneurs sont dignes d'un chef d'État. La poignée de main est chaleureuse. La France a réaffirmé son soutien à Mustapha Abdel-Jalil, le chef du Conseil national de transition. En revanche, pas question d'envoyer des troupes au sol. Il y aura un petit nombre d'officiers de liaison aux côtés du Conseil national de transition pour effectuer, quand je dis un petit nombre, c'est un tout petit nombre, ce sont quelques unités, pour effectuer une mission de liaison afin d'organiser la protection des populations civiles. Quelques officiers de liaison, Nicolas Sarkozy emboîte le pas de la Grande-Bretagne et d'Italie, car les Européens ont les mains liées par la résolution 1973 de l'ONU, et vouloir élargir son champ d'action pourrait se heurter au refus de la Chine et de la Russie, très critiques envers la coalition. Le chef du gouvernement transitoire est venu chercher un soutien plus fort, au moment où de nombreuses voix pointent le risque d'enlisement. Mansour Saïf El Nasser est un des relais de la délégation en France, il se veut rassurant. Il n'y aura pas d'enlisement. Nous voulons un peu d'aide, un peu d'armes et nous sommes prêts à faire partir Kadhafi et ses enfants. Sur le terrain, l'OTAN a intensifié ses frappes depuis lundi. C'est tout ce qui reste d'un des centres de télécommunications à Sirte. L'aide humanitaire s'organise en direction de Misrata. L'Organisation internationale des migrations a affrété ce bateau rempli de vivres. Dans la ville assiégée, les rebelles disent avoir gagné du terrain, mais le bilan est lourd. Les combats auraient fait déjà 1000 morts. Et 1 mois après le début des bombardements de la coalition en Libye, peut-on parler d'enlisement? Alors que les insurgés ont beaucoup de mal à reprendre le dessus sur les forces loyalistes, eh bien l'hypothèse est exclue par l'ancien ministre socialiste des Affaires étrangères, Hubert Védrine. On l'écoute au micro de Michael Samez. C'est absurde de comparer la Libye avec le Vietnam. Quelques semaines d'intervention avec la guerre du Vietnam qui a duré des années et des années, ça n'a pas de sens. Ce qui est sûr, c'est que c'est long. Mais personne n'a pensé qu'une zone d'exclusion aérienne pouvait régler comme par enchantement la situation de ce pays dirigé par un dictateur qui ne veut pas lâcher, et qui a des troupes fidèles, soit parce que c'est les mêmes clans tribaux, soit parce qu'ils les payent depuis longtemps, soit parce qu'ils n'ont pas d'avenir en cas d'échec de Kadhafi. Ça ne remet pas en cause une seconde la justification, la légitimité de la résolution 1973 par laquelle le Conseil de sécurité a demandé la zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire le recours à la force, dans des conditions parfaitement légales. C'est une décision très importante. Si elle n'avait pas été prise, il y aurait eu le massacre de Benghazi. Et autre pays qui connaît d'imposantes manifestations violemment réprimées, la Syrie de Bachar al-Assad. L'adoption hier du projet de loi permettant la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963 dans le pays n'a pas suffi à calmer la colère des manifestants. Des centaines de Syriens ont défilé cet après-midi à Alep et à Homs notamment, appelant à la chute du régime. À noter qu'en début de soirée, un message d'avertissement est venu directement des États-Unis qui jugent la situation, je cite, très inquiétante. Nous allons justement parler de cette situation jugée inquiétante par les États-Unis avec notre invité ce soir, Charles Saint-Pro. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, essayiste, directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques.
Un quotidien libanais a titré aujourd'hui, donc au lendemain de la levée de l'état d'urgence, Damas lâche une carotte, mais pas le bâton. Le pouvoir a vraiment cru qu'avec la levée de l'état d'urgence, les manifestations allaient cesser? Je crois que ce titre du quotidien francophone L'Orient le Jour résume bien la situation, parce qu'il est clair que le pouvoir fait des petites concessions qui ne sont que d'apparence. Il y a eu un changement de gouvernement, mais tout le monde sait que le gouvernement n'a aucun pouvoir en Syrie, puisque la réalité du pouvoir, ce sont les Mourabarat, les services de sécurité, la milice et le président. Bon, donc le problème, c'est que le régime ne lâche pas le bâton, bien entendu, puisqu'il a dit qu'il levait l'état d'urgence aussi, mais en même temps, il a annoncé des lois contre le terrorisme, sachant qu'on appelle en Syrie, enfin que le régime syrien appelle terroriste, toute personne qui manifeste contre lui. Bon, donc le problème de ce genre de régime, c'est qu'il est très difficile d'évoluer. En réalité, je pense qu'il y a à Damas aujourd'hui une sorte de confrontation au sein du régime, c'est-à-dire de la clique alaouite qui gouverne depuis 40 ans ce pays, entre le président qui a peut-être voulu faire des réformes, une sorte de perestroïka à la syrienne, et puis les durs, les services, les Mourabarat, l'armée, qui, eux, disent si on lâche quoi que ce soit, on perd le pouvoir. Donc, selon vous, Bachar al-Assad serait un petit peu pris en étau par un petit peu la garde de son père, d'ailleurs, l'ancienne garde? Par le régime, oui, et par tous les gens qui savent que si le régime tombe, ils ont tout à perdre. Donc, Bachar el-Assad, si tant est qu'il veuille vraiment faire quelques réformes, et ce n'est pas encore prouvé, il est, à mon avis, dans l'incapacité de les faire, parce que la réalité du pouvoir, c'est-à-dire les services de renseignement, l'armée, la milice, etc., ne veut pas faire des réformes. Est-ce qu'il veut vraiment les faire? Voici la phrase qu'il aurait dite. Je mets quand même au conditionnel au cours d'une réunion de la direction du parti Baas il y a juste 2 jours. Il a dit que son père gouverne encore la Syrie depuis sa tombe. Donc il n'y a pas de différence entre lui et son père, et on connaît bien le régime de son père. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que Bachar est beaucoup plus jeune, qu'il a une femme charmante qu'il montre souvent parce que c'est ce qu'il y a de meilleur à montrer dans ce régime, effectivement, et que c'est une femme qui a beaucoup de qualités. Bon, en réalité, le régime de Bachar est exactement le même que celui d'Hafez el-Assad, c'est-à-dire un régime né d'un coup d'État militaire. Ce n'est pas le parti Baas, contrairement à ce qu'on dit, c'est le régime qui a renversé le parti Baas, et c'est un coup d'État militaire qui représente une minorité de 7 à 8% de la population qui est une sous-secte chiite qui sont les Alaouites, qui a martyrisé le pays. Souvenons-nous qu'à Hama, dans les années 80, il y a eu 35 000 morts, qu'il y a eu les massacres de la prison de Palmyre, et en fait la liste, y compris les crimes commis au Liban, l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar, et puis toute la politique néfaste menée au Liban. Sans oublier peut-être Rafik Hariri. Et sans compter peut-être Rafik Hariri. Bon, donc tout ça fait que ce régime, on ne voit pas comment il peut évoluer. C'est un régime qui est né dans le sang, qui a maintenu dans le sang, et si tant est que le président Bachar ait la bonne volonté de vouloir faire avancer les choses, je ne pense pas qu'il le puisse. Alors, c'est un scénario, une hypothèse pessimiste que vous avancez. Alors, si ça se confirme en Syrie, on voit que la vie des civils est menacée. Elle est menacée comme elle l'a été et elle est encore en Libye. Alors, est-ce que la résolution en 1973 de l'ONU pour protéger les civils et qui a permis donc d'intervenir en Libye, est-ce qu'elle peut être appliquée en Syrie et est-ce que vraiment les pays occidentaux veulent l'appliquer? Alors, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le régime syrien a toujours bénéficié de la complaisance des États-Unis et d'Israël d'ailleurs. Kissinger disait du père de Bachar que c'était l'homme le plus clairvoyant du Proche-Orient. Bravo. Donc je ne pense pas que les États-Unis aient envie de renverser ce régime. Je ne pense pas qu'Israël ait envie de renverser ce régime qui n'a jamais posé le moindre problème à Israël, puisque ce régime a toujours fait des actions contre les Arabes, contre Arafat, contre l'Irak du président Saddam Hussein, etc. Bon. Et on voit quand même un régime qui a une sorte de consensus totalement bizarre,
puisqu'il est l'allié de l'Iran, le seul allié arabe de l'Iran, et à la fois les États-Unis et Israël s'en contentent. Donc on voit très mal une intervention du style contre la Libye, où il est vrai en plus que le personnage ubuesque de Kadhafi faisait qu'on réunit un large consensus contre lui. On voit très mal une telle mesure prise contre la Syrie de Bachar el-Assad, qui à mon avis continuera longtemps à bénéficier d'une certaine complaisance des États-Unis. Merci beaucoup Charles Saint-Pro. On rappelle quand même que les États-Unis ont émis un signal d'avertissement ce soir en jugeant la situation inquiétante en Syrie, après quand même des centaines de morts et puis des manifestations qui durent depuis des semaines. Merci à vous. À noter également, mais cette fois-ci sur le front afghan, la mort d'un soldat français dans une embuscade. Il y aurait également 9 autres blessés. En visite en Tunisie, à présent, le ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, a annoncé une aide de 350 millions d'euros en faveur de la Tunisie. Il a également justifié les mesures prises par Paris pour empêcher les migrants tunisiens de rejoindre l'Hexagone, en affirmant que la France ne pouvait pas accepter l'immigration clandestine. Voilà pour la page internationale. On va parler à présent de politique nationale avec Ségolène Royal, qui sort de sa cure de silence médiatique observée depuis 3 mois, à la peine dans les sondages. La candidate aux primaires socialistes a suivi sans doute ce qu'avait théorisé à l'époque Jacques Pilan, le conseiller en communication de François Mitterrand, estimait que la rareté de la parole crée le désir. En tous les cas, il y avait foule ce soir autour de Ségolène Royal, Bérengère Danglas. Loin du microcosme politique, c'est avec des Français que Ségolène Royal est venue discuter ce soir de fiscalité. La présidente de Poitou-Charentes continue ses universités populaires participatives. Placée 4e dans les sondages sur la course aux primaires, loin derrière Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, la candidate n'hésite pas à remettre en cause ses enquêtes d'opinion. Certains sondages sont totalement manipulés parce qu'une petite élite politico-médiatique voudrait choisir elle toute seule qui va sortir des primaires. Qu'est-ce qui les arrange, mais le peuple français a le droit de choisir. Jamais le peuple français ne s'est laissé priver de son vote et de sa liberté de choix. Et les militants de son mouvement Désir d'avenir, soutien de la première heure, continuent d'y croire. Pour eux, là n'est pas la priorité. Elle est là, elle est toujours là, ses idées sont là. Donc nous, on ne regarde pas les sondages. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de travailler, c'est de répondre aux questions, aux attentes des Français. Malgré la chaleur et l'exiguïté, plus de 500 personnes sont venues assister au débat. Mais si le public est nombreux et particulièrement attentif, tous ne sont pas venus pour écouter Ségolène Royal, loin de là. Je suis venu pour Thomas Piketty. C'est pas pour Ségolène que je viens, c'est pour savoir ce qu'il faut faire pour les finances. Mais si l'ex-candidate à la présidentielle ménage ces derniers temps ses attaques contre le Parti socialiste, elle veut tout de même faire entendre sa petite musique et se démarquer du programme commun. C'est pourquoi ce soir elle propose une révolution fiscale et demande d'inscrire dans la Constitution une égalité des prélèvements sur le salaire et le capital. Il est aussi sur le terrain hier dans les Ardennes avec les ouvriers, demain au Havre sur les chantiers maritimes. Le président Nicolas Sarkozy multiplie les déplacements pour parler emploi, salaire et tenter de reprendre la main sur le terrain social. Mais ressusciter le président du pouvoir d'achat n'est pas chose facile. À 1 an de l'élection présidentielle, quel bilan peut-on faire de ces actions? Débat à suivre dans un instant, mais d'abord retour sur 3 mesures et actions emblématiques du quinquennat avec Marie Brémaud. Je veux que l'État soit contraint de laisser à chacun au moins la moitié de ce qu'il a gagné. Je veux un bouclier fiscal à 50%. Le bouclier fiscal, mesure phare de Nicolas Sarkozy en 2007, est venu, a vécu et a disparu après quelques années de vie. De la loi TEPA, ce fameux paquet fiscal, il ne reste plus grand-chose si ce n'est les heures supplémentaires défiscalisées. Le gouvernement, après moult hésitations et annonces, a finalement, 4 ans après, accouché d'une souris. Nicolas Sarkozy en avait fait une montagne, l'écologie. Il se voulait le président du développement durable. L'entrée en la matière était d'ailleurs plutôt réussie avec le Grenelle de l'environnement. J'en ai pris l'engagement, une fiscalité écologique nouvelle, la taxe carbone, sera donc créée. La taxe carbone, un nouvel impôt vert qui finalement ne verra pas le jour. La censure constitutionnelle est passée par là et vient mettre fin à cette mesure tant vantée par le président de la République. Des revers, le chef de l'État en a connu, mais des succès également. Le gouvernement prendra ses responsabilités, déposera un texte
Ce qui fait que la question de la pérennité de nos systèmes de retraite sera réglée à l'automne prochain. La réforme des retraites, son cheval de bataille, il a réussi à la faire passer. Les Français partiront donc à la retraite à 62 ans. Mais à quel prix? Des manifestations monstres, des oppositions vivaces, une impopularité record. Pour Nicolas Sarkozy, cela semble être le prix à payer pour mettre en œuvre ces réformes. Et on parle justement de ce prix à payer avec nos invités ce soir. François Dorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir. Bonsoir, Mathieu Croissando, notre chroniqueur, bonsoir. Bonsoir, on suit régulièrement tous les mercredis soirs dans le 22h. Emmanuel Rivière, bonsoir. Bonsoir. Directeur du pôle politique de TNS Sofres. D'abord peut-être une réaction à cette information concernant donc la prime salariée. Vous savez qu'elle avait été annoncée par François Baroin, qu'elle avait été revue et corrigée par Christine Lagarde. On attendait l'arbitrage de Nicolas Sarkozy de l'Élysée. Eh bien, il vient de tomber. Le gouvernement tranche donc pour une prime obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le dispositif retenu sera applicable chaque année. Mathieu Croissando, est-ce que ça va en faveur et ça plaide en faveur du président du pouvoir d'achat? J'ai envie de dire, il était temps. Ça prouve surtout qu'il y avait le feu à la maison, parce que le pouvoir d'achat, il a stagné, voire il a régressé selon les professions depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Alors on sait que tout c'est pas la faute de Nicolas Sarkozy, il y a un contexte, il y a la crise, il y a tout ça. Mais en tout cas, cette promesse-là, qui était, je vais vous faire travailler plus pour gagner plus, n'a pas été tenue parce que la plupart des Français n'ont pas gagné plus. Et pire, même ceux qui ont gagné un petit peu plus n'ont pas le sentiment d'avoir gagné plus. Alors, il était temps et il y avait le feu à la maison. J'en veux pour preuve l'incroyable improvisation de cette mesure. Elle était obligatoire, puis finalement pas obligatoire. Elle était annoncée à 1 000 €, puis finalement il n'y a plus de montant. Elle devait concerner tout le monde. Puis maintenant, c'est seulement les entreprises de plus de 50 salariés qui versent des dividendes à leurs actionnaires. Donc voilà, le projet n'est pas calé, n'est pas ficelé. On voit bien l'énorme coup de pouce électoraliste, c'est-à-dire 1 an avant l'élection, on essaie de faire un chèque aux électeurs. Hein. C'est aussi vieux que l'histoire romaine, hein. Panem et Circenses. C'est vieux. Alors les jeux, on a ce qu'il faut sur le théâtre des opérations extérieures. Et le pain, le voilà, c'est l'argent qu'il fallait pour motiver l'électeur de voter. Et on sait que le dispositif sera voté d'urgence en juin dans un projet de loi de finances rectificatif en juin 2011 et qui s'appliquera au miracle en 2012, l'année prochaine, l'année de l'élection. Heureusement, nous sommes en démocratie, les élections doivent servir à quelque chose quand même. Tout à fait. Nous en sommes d'accord. Bien entendu. Et voilà. Et donc, non, elles servent à quelque chose, mais il faut dire que la situation a également changé. Et on comprend tout de même que Nicolas Sarkozy veuille profiter du début de reprise qu'il a là, du fait que, par exemple, le déficit qu'on nous annonçait pour l'année dernière, ce déficit de 7,7 a été ramené à 7 points. Ça veut dire quand même un écart très lourd en milliards d'euros. De la même manière, le déficit de la sécurité sociale s'est réduit, etc. Et nous recommençons à créer des emplois. Ça veut dire que la croissance est là. Et on comprend très bien que Nicolas Sarkozy, à 1 an de son échéance, de l'échéance de son mandat, ne veuille pas que cette croissance aille seulement financer le futur projet du Parti socialiste. Donc, il prend de l'avance. Emmanuel Rivière, je vais vous faire réagir à un sondage qui est paru tout à l'heure. C'est la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui se qualifie pour le second tour de la présidentielle, quel que soit le candidat socialiste. Et Nicolas Sarkozy serait éliminé dès le premier tour dans 3 cas sur 4. Est-ce que ce genre de mesure, même si ce n'est pas évidemment tout le dispositif qui sera mis en place pour 2012, est-ce que ce genre de mesure peut inverser la tendance et favoriser Nicolas Sarkozy ? Alors, c'est effectivement le cas typique, parce que malgré tout, même s'il y a une dédiabolisation du Front National, Marine Le Pen reste une figure à part dans la vie politique française, ainsi que le Front National. Effectivement, c'est le cas que je déteste d'ailleurs, où les sondages eux-mêmes peuvent perturber ce que mesurent les sondages. Et à 1 an de l'élection, il y a à se méprendre. Il ne faut pas surinterpréter tout ça. Par contre, effectivement, dans la série d'enquêtes qui ont été publiées par les uns et par les autres, disent une chose, c'est que Marine Le Pen est très haut, que Marine Le Pen peut prétendre être au second tour, et ensuite on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus à 1 an de l'élection. Mais parce que c'est Marine Le Pen, parce qu'il y a ce souvenir de 2002, ça va peser incontestablement sur toute la campagne. Et qu'elle soit un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous, il y aura cette idée d'une élimination possible dès le premier tour d'un des 2 principaux candidats. En ce moment, c'est Nicolas Sarkozy qui est le plus menacé.
Juste pour reprendre votre question, Sonia, moi je ne pense pas que la politique du carnet de chèques soit payante à un an de l'élection. On l'a vu en 2002, où la gauche avait mené une politique de finances publiques plutôt rigoureuse, ils avaient bénéficié d'une grosse croissance. Et puis à la fin de l'année 2001, Lionel Jospin, on se souvient, avait commencé à lâcher les carnets de chèques, un coup pour les pompiers, un coup pour les gendarmes, un coup pour tout le monde. Laurent Mathieu, Fabius je vous précise, c'est l'actualité, ça nous arrive à l'instant, que sur cette prime, il y aura un projet de loi qui sera donc soumis au Parlement avant l'été. Voilà, en juin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le calendrier est bon. Mais donc voilà, cette politique du carnet de chèques, elle n'est pas forcément payante et je pense que les Français ne sont pas dupes d'une certaine façon. De la même façon, quand on leur apprend que l'électricité ne va plus augmenter pendant un an, mais qu'elle augmentera en 2012, les gens ont compris ce genre de mécanisme. L'électoralisme, ça ne paye plus. Et si Sarkozy est réélu, si par miracle il est réélu, parce que quand on constate son niveau de popularité aujourd'hui, c'est quand même très très faible, je pense que ce sera sur d'autres facteurs et pas forcément sur celui-là. Il a dit qu'il sentait bien l'élection à venir. Sur quoi il se base pour cela, François D'Orcival ? Sur quoi il se base? Il se base sur lui-même, sur son énergie, sur le fait qu'il vous dit également « les vents contraires ne me font pas peur ». Je pense que il a peu de temps, mais il a l'été pour savoir quel est le projet sur lequel il va faire sa campagne. Pour le moment, nous sommes dans l'utilisation de ce qui fait son fond. Et donc, quand vous relisez les discours qui ont été les siens depuis 2006, c'est-à-dire depuis le moment où il lançait sa campagne, 2008 à Toulon, en pleine crise financière, il disait déjà qu'il voulait que les salariés bénéficient, comme les patrons, comme les cadres, de stock options, etc. Donc cette distribution de la part des bénéfices d'une entreprise, il l'a dans la tête. Mais la question, c'est le projet sur lequel il voudra faire campagne. Anticipons un petit peu, Emmanuel Rivière, le projet, on ne le connaît pas, mais sur quoi peut-il se baser? Sur quelles actions qu'il a déjà réalisées? Sur quelles réformes qu'il a déjà adoptées? Peut-il se vanter ou en tous les cas présenter un bilan plutôt positif? La difficulté de Nicolas Sarkozy, c'est que ce qu'il a pu engranger et qui momentanément d'ailleurs lui a valu le soutien d'un certain nombre de Français, sont des choses qui se voient peu ou qui se voient peu comme éléments tangibles d'amélioration de la vie de ses concitoyens. Il y a eu la relance du processus européen dès l'été 2007, il y a eu la réaction contre la crise financière qui s'apparente plus à une catastrophe évitée qu'à une amélioration immédiate. La réforme des retraites qui était présentée tout à l'heure dans le sujet comme un succès, les avis de l'opinion seraient très partagés là-dessus, mais tout au moins, voilà, c'est plutôt une gestion de la pénurie plutôt que des lendemains qui chantent. Et c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Mathieu, là on revient avec la mesure, et pour répondre mieux à votre question tout à l'heure que je n'avais pas comprise d'ailleurs, excusez-moi. Non mais je vous en prie, vous avez quand même répondu à notre question brillamment. Cette mesure fait revenir le gouvernement sur les thématiques qui sont les thématiques prioritaires pour les Français, alors qu'on a passé le début de l'année sur l'immigration et l'islam, qui sont des thématiques prioritaires pour un petit nombre de Français, peut-être stratégiques, mais pas la majorité des Français. Et ça vient un petit peu tard, parce que c'est vrai que quand on dresse le bilan, il devient contesté aussi depuis un an sur la question de la sécurité. Il y a peu d'éléments qui sont spontanément mis en avant par l'opinion pour dire oui, là-dessus, Nicolas Sarkozy nous donne satisfaction. Je vous laisse réagir. Juste un instant, je précise notre question avec notre partenaire lefigaro.fr. Elle concerne ce thème. Jugez-vous le bilan de Nicolas Sarkozy positif, satisfaisant? En tous les cas, avec notre partenaire lefigaro.fr, non à 62% et oui pour 36% des votants. Mathieu. D'une certaine manière, c'est pas le problème, parce que personne n'est jamais élu sur un bilan. C'est pas le problème pour Nicolas Sarkozy. Accord. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que les fondamentaux du sarkozysme, le réacteur nucléaire, est sérieusement entamé. Nicolas Sarkozy, c'était quelqu'un qui voulait rétablir ou réhabiliter le volontarisme en politique. Je le ferai. Pour le coup, c'est pas que rien n'a été fait, mais les Français, en tout cas, n'ont pas vu venir ce qu'ils attendaient en priorité, qui était le fameux pouvoir d'achat. Nicolas Sarkozy, qu'on en pense du bien ou du mal, c'était quelqu'un qui s'était fait élire en disant « Moi, je vais débloquer la France, je vais la libérer de ses conservatismes, je vais faire en sorte que ce vieux pays conservateur soit secoué, jusque dans ses fondements ». Résultat des courses, 4 ans après, les Français n'ont jamais eu autant ce sentiment de déclassement, cette peur de déclassement. La France, ils n'ont pas l'impression qu'elle a été débloquée, au contraire. Et on l'a vu dans le rapport du médiateur de la République. Dernière chose, comme le soulignait Emmanuel Rivière, sur la sécurité, qui était l'autre fondement du sarkozysme, on s'aperçoit quoi? Qu'il y a moins de policiers chaque année dans la rue, que les atteintes aux personnes augmentent. Donc même sur ce truc-là, qui était vraiment
le fondamental de Nicolas Sarkozy, ça ne fonctionne plus. Donc il va devoir trouver d'autres thématiques de campagne. Là, on voit bien qu'il axe sur des thématiques économiques et sociales qui, c'est vrai, sont au premier rang des préoccupations des Français, mais sur lesquelles il y a une concurrence, parce que pour le coup, il n'est plus le seul. Il n'a pas de... Ça va être le mot de la fin. Je ne sais pas, mais j'ajouterais quelques réformes importantes qu'il a réussies. Je ne parle pas des retraites. Et qui pourtant ne sont pas dans la mémoire des Français. Le service minimum, par exemple, la disparition des grèves, etc., il ne se le rappelle plus, c'est à son actif, mais c'est effacé. Même chose avec d'autres réformes, telles que tout ce qui concerne l'école, c'est effacé. Tout ce qui concerne... Mais oui, voilà. les lois sur la sécurité... Il a quelques idées à mettre dans son projet. Allez, un mot de conclusion d'Emmanuel Rivière. Je suis d'accord, on ne peut pas être élu sur un bilan, mais on peut être battu sur un bilan, et notamment, et c'est le danger qui menace Nicolas Sarkozy, quand la perception du bilan est telle que ça dévalorise tout ce qui pourrait être annoncé comme promesse pour un autre quinquennat. C'est-à-dire c'est le souvenir des promesses non tenues qui peuvent laisser le sentiment que d'autres promesses ne seraient pas tenues. Merci messieurs, c'est la fin de ce débat. On aura l'occasion, on n'est qu'à un an de la présidentielle, d'en reparler. On note aussi que Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à baisser dans les sondages, Dominique Strauss-Kahn également. Il rentre donc dans l'atmosphère, j'allais dire, du commun des présidentiables. Mathieu Croissant, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup messieurs. Alors la suite du 22h, tout de suite, c'est le tour de l'info. Tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est préparé pour vous ce soir par Saveria Rojek. Plutôt culotté, une bande d'escrocs n'a rien trouvé de mieux que de s'attaquer à l'Elysée. C'est ce que révèle le Canard enchaîné aujourd'hui. Après avoir soutiré 1 million d'euros à la Caisse des dépôts, ils ont tenté de retirer 2 millions à la présidence grâce au numéro de compte bancaire de l'Elysée en se faisant passer pour des personnels de son service financier. C'est une méthode qui est déjà utilisée depuis longtemps. Alors maintenant, elle peut être plus facilement menée puisque beaucoup d'organigrammes sont sur Internet, beaucoup d'informations sont diffusées au grand public. Même une personne allant sur Facebook peut récupérer des informations personnelles sur certaines personnes de la société. Donc on va dire que c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et donc qui réussira de mieux en mieux. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Arnaud Montebourg a toute confiance dans la commission d'enquête du PS sur les Bouches-du-Rhône. C'est ce qu'il a déclaré ce matin au siège du parti, rue de Solferino, après son audition. Le député est l'auteur d'un rapport incendiaire qui vise particulièrement Jean-Noël Guérini, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône. Arnaud Montebourg demande aujourd'hui l'éloignement de Jean-Noël Guérini du PS. J'ai prié la commission de réfléchir à une mesure de tutelle de la Fédération des Bouches-du-Rhône et de prendre une mesure d'éloignement de Jean-Noël Guérini, car il s'agit de protéger les intérêts du parti dans la période présidentielle à l'égard de pratiques tout à fait condamnables et tout à fait effrayantes. Invité sur notre antenne, Frédéric Mitterrand cible le projet du Parti socialiste et en particulier l'aspect culturel. Pour le ministre de Nicolas Sarkozy en charge justement de la culture, le PS ne propose pas grand-chose. C'est un peu comme les gens qui trouvent un oasis dans le Sahara. Je veux dire, il faut vraiment chercher avec une boussole pour trouver. Parce que le programme de la culture du Parti socialiste n'est dans aucune des propositions du parti. Et je crois c'est une demi-page dans la brochure. Et je dois dire que j'en suis stupéfait. Et d'autant plus que parmi les principaux acteurs du Parti socialiste, il y a des gens très cultivés et des gens qui ont des projets culturels. Eh bien là, je suis stupéfait de voir le vide dans lequel nous sommes, mais peut-être qu'il nous prépare quelque chose. 200 morts, c'est le bilan terrible des émeutes qui ont suivi la présidentielle au Nigeria, selon une ONG. La Croix-Rouge, elle, fait état de plus de 400 blessés et de près de 40 000 déplacés. Washington a félicité hier soir Goodluck Jonathan, le président élu, tout en demandant le respect des résultats. Et nous arrivons à la fin de ce journal avec cette information principale tombée tout à l'heure. Le gouvernement a donc tranché ce soir sur la prime salariée. Ce sera une prime obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, applicable donc chaque année. Un projet de loi sera soumis au Parlement avant l'été. L'annonce a été faite tout à l'heure par Matignon. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat. Dans un instant, votre émission Politique preuve par 3. L'invité, c'est le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Belle soirée à vous.
Changez votre regard. Vous inquiétez pas, mais c'est fait, on pourra monter. Vous auriez dû dire câblé. De 1965 à 1995, François Mitterrand est passé maître dans l'art de parler à la caméra. J'ai senti physiquement, à cet instant-là, qu'il prenait une dimension supérieure. Dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Le documentaire, Mitterrand du verbe à l'image, revisite 30 ans de communication politique ou comment un tribun épris de rhétorique a appris à apprivoiser un nouveau média. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Mitterrand du verbe à l'image, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bienvenue à Frédéric Mitterrand et bonsoir, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication. Sans entracte vont nous rejoindre au cours de cette émission Bernard Pellegrin de l'agence France Presse, notre partenaire pour ce rendez-vous de Preuve par 3, puis Perrine Tarnaud de Public Sénat. D'abord, Frédéric Mitterrand, les interrogations qui demeurent suite à une polémique qui a provoqué beaucoup d'émoi, et oui, ces derniers jours, ces dernières semaines. L'arbitraire, on le sait, n'est jamais loin et il le restera quand il s'agit de nomination, mais... Il n'y a pas d'arbitraire, là. Hein? Il n'y a pas d'arbitraire. Pas d'arbitraire? Non, la réflexion, c'est tout. De la réflexion concernant une nomination, mais ce qu'on vous reproche d'abord, c'est une éviction des aveux à l'encontre d'Olivier Py. Il n'y a aucun désaveu. Il s'agissait d'un renouvellement de mandat ou d'un non-renouvellement de mandat, ce qui est quand même une procédure classique. Mais du et jamais vu. Toujours, très souvent vu. Vous savez que ce genre de non-renouvellement, mais déjà à plusieurs reprises, ne serait-ce que quelqu'un d'aussi remarquable que Gérard Mortier, par exemple, à l'Opéra de Paris, il a fait un mandat plus 1 an, parce que le temps pour permettre à son successeur de venir. C'est un exemple très récent, mais je pourrais vous en citer beaucoup d'autres. Alors, on n'a pas compris vraiment vos donc motivations. Un non-renouvellement et non pas une éviction. On n'a pas compris ce non-renouvellement. Vous avez avancé des explications, mais certains parlent d'inimitié, de ressentiment personnel. Non. Et quand bien même il y aurait dans le périmètre de mes activités des inimitiés à l'égard de tel ou tel, ça ne compterait pas. Le ministre n'est pas là pour décider en fonction de ses amitiés ou de ses inimitiés. Dans ce cas-là, il faut les surmonter, et en l'occurrence, il n'y avait pas d'inimitié. Il y avait simplement une appréciation différente de ce que doit faire le théâtre de l'Europe. L'Odéon, théâtre de l'Europe. Bon, cette appréciation était différente. Nous avions eu l'occasion d'en parler. Il y avait eu une sorte de préavis, vous nous dites en quelque sorte. Nous avions eu l'occasion d'en parler, oui. Nous avions eu un préavis, il ne s'agit pas d'un licenciement, il s'agit d'un non-renouvellement de mandat. C'est pas la même chose, donc il n'y a pas de préavis, on n'est pas dans le droit social, on est dans la discussion et dans la réflexion commune. Alors en tous les cas, vous avez offert une belle porte de sortie à Olivier Py avec le Festival d'Avignon. C'est pas une porte de sortie, c'est pas une porte de sortie non plus. On joue pas aux chaises musicales. Il se trouve qu'Olivier Py est quelqu'un dont le talent est reconnu, dont le talent est très important et qui, à mon sens, aura l'occasion, dans les nouvelles fonctions qu'il exercera après 2013, qui aura l'occasion de faire un travail extrêmement intéressant. Est-ce que vous reconnaissez dans la forme et la manière avoir